Il y a un truc dont on parle très peu chez les compositeurs, et pourtant ça peut te faire perdre des années sans même t'en rendre compte, parce qu'on parle énormément du niveau des prods, énormément des placements, énormément de comment faire du réseau, même des stratégies pour approcher des artistes et leur envoyer directement des prods, mais presque jamais d'un problème qui est beaucoup plus silencieux. Et ce problème, c'est le fait que certaines opportunités ne disparaissent pas parce que t'es mauvais. Elles disparaissent parce que sans t'en rendre compte, tu les détruis toi-même, avant même qu'elles aient une chance d'exister. Et le problème, c'est que ces erreurs-là ressemblent jamais à des erreurs. Parce que dans ta tête, tu travailles, tu produis, tu montres ton travail, tu contactes des gens et t'as l'impression d'avancer. Donc logiquement, t'as l'impression d'être dans l'action, et d'avancer dans la bonne direction. Sauf que dans la réalité, certaines actions qui te font croire que tu avances, elles produisent l'effet absolument inverse. Donc aujourd'hui, on va regarder pourquoi est-ce que certains compositeurs sabotent leurs opportunités sans même s'en rendre compte, pourquoi certaines portes se ferment avant même qu'il y ait un refus, et surtout, comment corriger ça concrètement. Le premier problème, et probablement l'un des plus répandus aujourd'hui, c'est que beaucoup de compositeurs montrent absolument tout ce qu'ils font. Chaque loop, chaque idée, chaque début de prod, chaque test sur une nouvelle sonorité. Comme si le fait de produire quelque chose créait automatiquement un besoin de devoir le montrer et le poster pour le rendre visible. Et je comprends complètement pourquoi ça arrive, parce qu'aujourd'hui on entend tous qu'il faut documenter son parcours, qu'il faut le mettre sur les réseaux sociaux, qu'il faut essayer de développer une visibilité, une communauté autour de ce qu'on fait. Donc naturellement, il y a plein de compositeurs qui développent le premier réflexe de partager tout ce qu'ils peuvent partager sur ce qu'ils font. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça reste une vitrine. Donc à force de montrer chaque étape, tu supprimes progressivement en fait une sorte de hiérarchie naturelle qui permet aux gens qui viennent sur tes contenus de comprendre ce qui est réellement important dans ce que tu fais pour toi et ce qui te fait vraiment kiffer dans ton propre art. Et donc au final, en voulant créer une image, tu casses l'image de ton travail et tu casses l'image perçue de la qualité de ce que tu fais. Parce qu'on va pas se mentir, tout ce qu'on fait n'est pas incroyable. On peut faire des très bonnes prods, même régulièrement, et pour autant il y aura quand même des prods de merde dans le tas, quoi. C'est normal, ça fait partie de la production. Et donc imagine quelqu'un qui t'envoie 20 extraits par semaine. Au début, t'écoutes tout. Mais au bout d'un moment, tu commences à plus y prêter attention, ça devient quelque chose qui passe devant toi. Et t'as la flemme parce que en ayant écouté à chaque fois 20 propositions par semaine, il y a quand même beaucoup de déchets, beaucoup de choses qui sont pas réellement intéressantes au final. Et donc au fur et à mesure, t'as de moins en moins envie de t'intéresser au travail de la personne. Donc même si mettre en avant ta musique c'est important, il y a quand même peut-être un ratio à aller chercher entre la qualité de ce que tu veux proposer et le fait de poster par exemple absolument tous les jours, plusieurs fois par jour, pour montrer absolument tout ce que tu fais. Bon, il y a le cas aussi inverse dont on parle aussi pas mal et qui est important, c'est que il y en a aussi beaucoup, vous montrez rien, mais rien du tout. Donc forcément, beaucoup plus dur d'attirer des personnes vers votre travail. Mais bref, pour ce premier problème, avant de montrer ton travail, pose-toi une question qui est assez simple. Si quelqu'un découvre ton travail aujourd'hui uniquement à partir de ce que tu postes, est-ce qu'il pourrait vraiment déceler quels sont tes points forts? Est-ce qu'il pourrait réellement déceler une identité qui est la tienne? Si la réponse est oui, tant mieux, continue, lâche pas. Si la réponse est non, peut-être qu'il faut que tu aies une petite direction à ce propos-là pour pouvoir avancer comme il le faut. On passe au deuxième problème. Et le deuxième problème, il est beaucoup plus invisible. Et honnêtement, c'est un problème qui paraît pas être un problème quand tu le vis. Et je pense que 99%, voire tous les compositeurs sont déjà tombés dans cette problématique-là. Imagine, tu viens de finir une prod. Tu l'écoutes, t'es trop content, t'es trop fier, tu te dis waouh, quelle prod de fou. T'as passé des heures dessus, vraiment tu t'es donné pour que cette prod elle ait exactement la gueule de ce que tu veux sur le moment où tu l'as créée. Et t'as vraiment une sensation que là t'as créé vraiment quelque chose d'important dans ce que tu crées par rapport à d'habitude. Alors là vraiment, il se passe un truc. Et ce qui est super dangereux à ce moment-là, c'est que tu penses être en train d'évaluer objectivement ce que tu viens de créer. Alors qu'en réalité, ton cerveau il est sûrement en train de mélanger deux aspects. C'est la qualité réelle de ce que tu viens de produire et l'émotion liée au fait de l'avoir créé. Parce qu'une prod que tu as construite de A à Z toi-même pendant plusieurs heures, forcément va t'envoyer beaucoup plus loin qu'un simple fichier audio que tu écoutes. Tu es en plein dans le processus, tu t'es donné, tu as cherché des sonorités, tu t'es impliqué à 300% dans ta prod. Donc forcément, à la fin, quand tu as le résultat que tu cherches, tu te dis waouh, incroyable. Mais ça fait que forcément quand tu la réécoutes juste après l'avoir faite, t'es pas dans une écoute qui est forcément très objective. T'écoutes ta musique, mais t'écoutes aussi tout ce que ton cerveau a fait autour et t'écoutes finalement tout l'effort que tu as mis dans cette œuvre. Et c'est exactement pour ça que peut-être parfois t'as la sensation à chaud d'écouter une prod incroyable et après quand tu la réécoutes 2 semaines après dans un autre état mental, avec plus de recul finalement parce que t'as produit entre temps d'autres choses, t'as écouté des trucs entre temps et tout, et quand tu la réécoutes ta prod tu fais waouh. Bon,
pas si folle que ça. Et là vient le problème, c'est qu'entre-temps, en général, la plupart des compositeurs vont avoir envoyé la prod. Sauf que envoyer une prod trop tôt, ça crée pas seulement une erreur de timing, ça crée progressivement une perception de ton niveau. Toi, tu es du côté où tu crées, donc tu es du côté où tu t'es impliqué émotionnellement dans ta création. Mais de l'autre côté, oublie jamais que la personne qui reçoit ta prod, elle reçoit un fichier. Donc elle met pas d'émotion dans le fichier, elle s'attend à rien, elle écoute, et puis ça passe ou ça passe pas. Mais cette personne-là, pour pouvoir la travailler, pour pouvoir faire en sorte que cette personne elle ait envie de travailler avec toi, et pour que vraiment tu la choques avec ce que tu fais, il faut que tu sortes de ton émotion à toi et que tu puisses objectivement analyser tes prods. Et ça, c'est un gros problème qu'on rencontre chez les compositeurs en général. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'accompagne un compositeur, je vois qu'il y a ça. Et il y a ce besoin justement d'avoir de l'objectivité de d'autres personnes parce que, en effet, c'est extrêmement compliqué d'avoir une pure objectivité sur ce que tu fais. C'est pour ça qu'avoir un recul et un regard extérieur, c'est toujours super important. Donc, pour résoudre ce problème, je te propose deux choses. Déjà, une première règle. On n'envoie aucune prod qu'on a fait avant 72 heures. Tu as fini la prod, tu la laisses 72 heures sur le PC, et au bout de 72 heures, tu l'écoutes et là, tu regardes si ça correspond potentiellement à des artistes avec lesquels tu veux travailler et est-ce que tu peux leur envoyer, ce sera pertinent de leur envoyer. Avant ça, tu l'envoies pas. Deuxième chose, avoir un regard extérieur. Ça peut être des regards complètement différents. Ça peut être un regard professionnel, c'est sûr, c'est génial, ça fait bien avancer, mais rien qu'avoir des gens autour de toi, n'importe. Ta mère, ton père ou j'en sais rien, tes amis, ta sœur, ton frère, si t'en as, n'importe. Avoir ce regard-là extérieur de d'autres personnes, comprendre l'émotion que eux perçoivent à travers, juste pour eux, un fichier audio, et toi, ça va te donner des indications sur est-ce que t'es vraiment pas assez objectif ou est-ce que t'es vraiment objectif sur ce que toi-même tu fais. Et évidemment, un regard aguerri, c'est le mieux parce que tu vas avoir vraiment l'expérience d'une personne qui est dans le même milieu que toi pour te donner un point de vue qui souvent va être plus construit ou en tout cas tu vas pouvoir aller chercher plus de compréhension par rapport à ce que la personne ressent parce qu'elle va savoir mieux mettre les mots dessus. On passe au troisième problème. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'à partir du moment où les résultats commencent à tarder et que le silence commence à être de plus en plus long et de plus en plus oppressant, t'as beaucoup de compositeurs qui développent un réflexe tout à fait naturel mais qui va être de remettre de l'action, de l'action, de l'action et de l'action. Très simplement pourquoi ? Parce qu'ils interprètent l'absence de résultat par un manque d'effort. Et donc leur cerveau va leur dire un truc très logique. Tiens, cet artiste, je lui ai envoyé une prod, je lui ai envoyé peut-être même 2-3 packs, mais peut-être que j'ai pas assez envoyé, peut-être qu'il faut que j'insiste un peu plus, que j'envoie encore un peu plus, parce que voilà, faut que je trouve une manière de pouvoir plaire à cet artiste-là. Donc ils relancent, ils changent le message un petit peu, ils renvoient d'autres prods, ils essayent de recontacter différemment via différents canaux, parce qu'ils pensent sincèrement que ça va augmenter leurs chances. Sauf que psychologiquement, c'est souvent l'inverse que ça va créer. Parce qu'à partir d'un certain moment et d'un certain niveau d'insistance, tu donnes plus l'impression d'être quelqu'un qui apporte quelque chose. Tu commences progressivement à donner l'impression que tu es quelqu'un qui cherche quelque chose, justement. Et c'est une différence qui paraît peut-être ridicule et minuscule, mais c'est une différence de perception qui est énorme. Parce qu'une personne qui semble courir après une opportunité crée souvent une forme de pression un peu invisible. Mais on sent que la personne elle est en train de courir. Et le fait est que quand tu sens qu'une personne est en train de courir, qu'elle est en train d'insister, que tu sens qu'il y a quand même comme un besoin viscéral pour cette personne de venir vers toi, est-ce que tu prennes son travail et tout, ça pousse à ne pas avoir envie justement de prendre son travail. Donc il faut faire attention à ça. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui semble déjà avancé, même si c'est fake, mais qui dans sa manière de le renvoyer semble vraiment avancer, il donne l'impression de déjà construire des choses de son côté et d'avoir des projets qui se créent de son côté. Et donc en fait, il te met face à une certaine sérénité qui va te faire penser que cette personne n'a pas besoin de toi. Et donc en fait, le rapport de force, il devient beaucoup plus sain. Parce qu'en fait, là, on rentre dans des mécanismes de relations humaines, mais c'est des mécanismes qui jouent beaucoup, notamment quand tu veux créer du réseau. Si la personne sent que tu as absolument besoin d'elle, et cette personne-là, en général, elle va mettre un frein plus gros, elle va se dire « Oula, 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 qu'est-ce qu'il me veut lui? Pourquoi est-ce qu'il veut autant venir vers moi ?» Et ça crée une énorme différence que « Ok, putain, il est chaud, ouais, il a l'air de faire ses trucs, ouais, pourquoi pas collaborer ensemble, ouais, on peut voir si ça marcherait bien, ok. » Et puis si ça marche pas, on s'en fout. Parce que les mecs qui sont au niveau, qui marchent, qui ont des résultats, ils sont dans cette mentale. Ils sont pas là à courir toute la journée. Ils regardent, ils attendent, ils font « Ouais, bon, écoute, si ça peut marcher, pourquoi pas ? Si ça marche pas, tant pis, pas grave. J'ai plein de projets, j'ai plein de gens avec qui travailler. J'ai pas besoin de toi. Si je viens vers toi, c'est parce que vraiment ça me fait kiffer. Mais pas parce que j'ai besoin de toi absolument. Ça change toute la perception mentale. Donc,
Action concrète à ça, quand tu contactes quelqu'un, pose-toi une question. Est-ce que je suis en train d'objectivement proposer quelque chose ou est-ce que je suis en train d'essayer d'obtenir quelque chose de la personne en face de moi? Et tu vas voir, l'énergie derrière ces formulations-là qui sont différentes va énormément changer la perception. Et même si c'est des perceptions qui sont un peu invisibles, c'est-à-dire on ne peut pas exactement décrire, mais je suis sûr que vous avez tous déjà vécu ça avec des gens, vous allez sentir si la personne elle est en demande ou si la personne elle est vraiment purement intéressée par le fait de travailler avec vous. Mais ça change absolument tout dans la manière dont le message est perçu et dont la musique est perçue par la suite et dont la relation humaine va se créer. Et donc ça fait toute la différence. Et pour finir sur cet aspect psychologique, qui me semble vraiment important à prendre en compte, c'est que c'est quand même un jeu d'image la musique. Mine de rien, on ne peut pas oublier ça, on ne peut pas négliger ça. Ça fait partie du truc. Malheureusement ou heureusement, ça je sais pas. Moi à titre personnel, je dirais plutôt malheureusement parce que je rêve d'un monde où c'est juste la musique qui compte et pas le reste. Mais bon, le fait est que dans n'importe quelle relation humaine, quand on veut s'approcher de quelqu'un, quel que soit, que ce soit dans la musique ou dans la vie perso ou n'importe, quand on est intéressé par une personne, la façon dont on va arriver vers cette personne, la façon dont on va lui montrer de l'intérêt, la manière dont on va capter la psychologie de la personne en face de nous, forcément que ça va compter immensément dans ce que nous on va renvoyer à cette personne-là aussi en retour. Je vous prends un exemple. Je suis déjà allé à des masterclass de compositeurs. Pourquoi? J'adore faire des masterclass, moi j'adore apprendre. Et il y a de la bonne enfin il y a plein de choses à apprendre chez les autres. Bref, il y a des gens, quand j'arrive dans ces masterclass-là, il y a le mec qui nous présente la masterclass, qui a tel crédit avec tel artiste, qui a telle certification, qui a tel titre Billboard 200, bref. Quelqu'un qui va peser d'une certaine manière dans une industrie. Ces gens-là, peut-être qu'ils aiment vraiment ce que fait cette personne. Et du coup, ils commencent à lui parler comme des immenses fans. Genre, ils sont là en mode « Waouh, incroyable tout ce que tu fais, mais t'es trop fort, mais... » Presque, pardon pour le blasphème pour ceux qui sont religieux, mais presque ils le regardent comme un dieu. Et donc t'es là en mode ok, mais en fait si tu mets cet écart-là de toi-même avec cette personne-là, c'est sûr que l'échange il sera jamais égal. Et en fait la personne ne va jamais te considérer de façon égale, c'est naturel. Demain, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui se met à tes genoux et qui te dit ah mais qu'est-ce que t'es beau ou qu'est-ce que t'es belle, je te trouve génialissime, je te trouve incroyable, waouh, les yeux m'en tombent, tu connais même pas la personne. La personne, elle croit te connaître, mais toi, tu connais même pas forcément la personne. C'est peut-être la première fois que tu la rencontres. Forcément, tu la regardes et tu fais « Ouais, bon, bizarre, tu vois, presque. » Ou alors, tu le regardes et ça flatte ton ego, mais sauf que ton ego te fait dire que tu es peut-être supérieur à cette personne-là. C'est quand même une psychologie humaine courante. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que ça crée un rapport de dynamique trop différent. Et ça fait des gros dégâts quand tu veux te faire du réseau. Et ça, surtout dans un milieu comme la musique, c'est vraiment problématique parce que le problème dans la musique, c'est que quand tu vas aller vers des gens qui vont avoir plus d'expérience que toi, en fait, pour arriver à ce temps-là, à travailler dans la musique, pour arriver à se structurer, pour arriver à gagner leur vie avec, peut-être avoir même des gros succès et tout, ils sont passés par ces étapes-là et ils se sont retrouvés au début face à des gens qui fonctionnent comme ça. Et ils ont vu des gens fonctionner comme ça. Et en fait, ça devient automatiquement un immense signal d'alerte. Tu regardes, tu fais ouh là 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 là, il y a un problème. Cette personne-là, elle est trop en train de m'adouber. Et c'est un très mauvais signal. Donc toi, tu as l'impression que tu viens en disant que des belles choses sur la personne, mais la personne en face de toi, soit elle le prend comme ok mon petit, et donc là, va créer un lien de confiance avec une personne qui te prend pour son petit, soit elle va le regarder en mode oh là, cette personne elle en fait trop. Ça sent la personne qui m'adule trop. J'ai pas envie de travailler avec des gens qui m'adulent trop parce qu'on connaît tous les problèmes, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie perso. Quand des gens vous adulent, c'est aussi généralement les premières personnes qui vont se retourner contre vous derrière. Donc qu'est-ce que ça va donner à la fin? Ça va donner que tu vas créer des mauvaises relations si tu crées des relations avec des gens qui fonctionnent comme ça. Et il suffit d'avoir un petit peu d'expérience et tu te refuses à ça. Logique. Surtout quand tu as une bonne position et que ça marche bien pour toi. Donc, il faut faire super attention à ces choses-là. Donc tout ça pour dire que, dans un sens, une forme de normalité, même en fait de respect, ça peut être dans le respect de dire à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup son travail, mais dire franchement j'apprécie beaucoup ton travail ou oh là là mais t'es un génie de la production. Vous voyez bien ces deux phrases avec des intensités tellement différentes que ça change tout dans l'approche de la personne en face de vous.
Et ben le fait de venir avec une manière peut-être plus normale, ça va déjà sonner plus respectueux, ça va sonner aussi plus équilibré et ça va créer un rapport de force entre êtres humains qui va être plus similaire et donc qui va mieux correspondre aussi à la personne en face de vous qui cherche à travailler avec des personnes sérieuses, qui cherche à travailler avec des personnes talentueuses et qui n'a pas beaucoup de temps, surtout quand ça marche. Et puis ça leur donne aussi l'impression que bah voilà, vous êtes d'une manière ou d'une autre, à votre façon à vous, avec vos succès à vous, dans quelque chose qui avance, dans une certaine sérénité, dans une avancée professionnelle qui fait que vous êtes sérieux. Et c'est ça que les gens ils regardent. Ils regardent pas tes crédits. Personne à un niveau vraiment élevé regarde les crédits. Personne, sauf s'ils en ont vraiment rien à foutre de vous. Mais quand vous les rencontrez en vrai, personne ne regarde ça. Les gens ils regardent. Est-ce que toi, tu es une bonne personne et tu te sens bien dans ta vie et ça avance pour toi? Et ça, il n'y a pas besoin d'en faire des 1000 et des 100, il n'y a pas besoin d'être le grand producteur, c'est un truc de complexé ça. Et en plus de ça, évidemment, ils regardent si au niveau musical, artistique, ça fit. Et quand ça fit à ces deux endroits-là, tu peux être personne, un nobody total, tu peux avoir aucun placement, aucune opportunité, rien du tout. Franchement, ils en auront rien à faire. Ils vont s'en foutre total. Et c'est comme ça qu'on va créer du réseau avec des personnes qui en ont vraiment quelque chose à faire de toi et qui vont vraiment te considérer et avec qui tu vas vraiment pouvoir avancer. Alors c'est pas tout le monde évidemment, mais il y en a. Donc bref, pour pas faire d'erreur, bon, faut être un minimum rationnel dans ta manière d'approcher les gens. Ceci dit, si aujourd'hui tu produis beaucoup, que tu as l'impression de vraiment progresser, mais que t'as pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui avance comme tu en aurais envie dans ta carrière, en tout cas dans ton parcours de compositeur, bah sache que le problème c'est rarement tes efforts et c'est rarement ton niveau. C'est quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Et parfois, il y a besoin d'un cadre, et pour prendre du recul sur ce que tu fais, et pour prendre du recul sur ta manière d'aller vers les autres, et pour prendre du recul aussi sur la stratégie que tu dois employer pour arriver à tes objectifs. Et donc pour ça, il faut apprendre à structurer intelligemment une trajectoire. Et ça tombe bien, je t'ai mis un lien en description dans lequel je vais te parler de ça, dans lequel je vais t'expliquer ce que c'est que l'architecture de trajectoire selon moi, pour développer une carrière de compositeur. Donc n'hésite pas à y faire un tour si ça t'intéresse parce que je pense que ça peut te donner quelques infos assez importantes. Sinon, on n'oublie pas l'abonnement, la cloche, le pouce bleu, ça c'est vraiment important. Aussi les commentaires, j'ai pas énormément de commentaires pour l'instant sur les vidéos que je fais. Dommage parce que des fois je reçois des gens en rendez-vous et qui me disent qui me font des retours sur certaines de mes vidéos et qui m'expliquent qu'ils ont adoré telle vidéo, mais dans les commentaires ils le mettent pas. Donc j'arrive à savoir ce qui vous plaît ou pas à peu près, mais c'est vrai qu'avoir des commentaires pour pouvoir avoir vraiment directement des retours de votre part, c'est cool. Moi ça me permet de savoir ce qui marche ou pas, ce qui vous fait kiffer ou pas et ce qui vous apprend aussi ou pas. Et voilà, moi ça me permet aussi, évidemment, ça crée du référencement, ça c'est juste génial pour mon travail de compositeur qui veut développer aussi toute la partie, que ce soit business, mais aussi toute une communauté sur les réseaux comme YouTube, parce que je trouve ça kiffant. Moi ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît vraiment pas instantanément et donc de pouvoir sur des périodes plus rapprochées savoir quoi vous proposer pour que ça puisse vous intéresser au max et puis que ça vous apprenne aussi un maximum de choses parce que c'est le but de cette chaîne. Et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plus on est sur cette chaîne, plus moi je peux ramener des opportunités et plus je peux ramener des opportunités parce que visibilité, parce que ça se joue aussi à ça, plus vous en profitez. Donc si vous trouvez le contenu qualitatif, si vous aimez bien ce que je fais, si vous avez envie de voir d'autres vidéos, on n'oublie pas l'abonnement, on n'oublie pas le like, un petit commentaire ça fera plaisir. Et évidemment la cloche pour rester alerté pour les prochaines vidéos. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite que ça se passe au max.